Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La Cour constitutionnelle a officiellement répondu à la correspondance du Parlement qui contestait la poursuite du procès sans lever préalable de l'immunité parlementaire de l'accusé. À ce stade, tranche Dieudonné Kamuleta, l'intervention du pouvoir législatif est infondée. Puis la République démocratique du Congo a perdu 10 places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières, un recul qui est dû à la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est. Et en international, alors que le monde accélère sa transition vers les énergies renouvelables, le rapport de force ne dépend plus uniquement de ressources. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Alors que le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo entre dans sa dernière ligne droite, la Cour constitutionnelle a officiellement répondu à la correspondance du Parlement qui contestait la poursuite du procès sans lever préalable de l'immunité parlementaire de l'accusé. Dans une lettre datée du 2 mai et adressée au président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a tranché l'intervention du pouvoir législatif à ce stade de la procédure est juridiquement infondée. Suivez. Cette réponse cinglante intervient moins de 2 semaines avant le verdict, attendu pour le 14 mai. Tout semble désormais indiquer que la Cour ira jusqu'au bout, en dépit de l'absence remarquée de Matata Ponyo à la dernière audience du 23 avril. Ces jours-là, le ministère public avait requis une peine de 20 ans de travaux forcés à l'encontre de l'ex-chef du gouvernement, accusé de détournement de plus de 205 millions de dollars américains dans le dossier Bukanga Lonzo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait publiquement affirmé que la Cour ne pouvait entendre Matata sans une autorisation formelle du Parlement. Aucun acte d'élevé d'immunité n'ayant été transmis au bureau. Cette position avait été entérinée en plénière et Matata avait utilisé cet argument pour justifier son absence à l'audience. Mais pour Dieudonné Kamuleta, cette interprétation n'a pas lieu d'être. Dans sa lettre, il souligne que l'article 157, alinéa 2 de la Constitution, souvent invoqué, s'applique uniquement à la phase d'instruction préjuridictionnelle et non à une affaire déjà enrôlée devant une juridiction de jugement. Autrement dit, la Cour ne se trouve plus dans une phase de poursuite, mais dans une phase solennelle où seules les règles du procès prévalent. Le juge Kamuleta a rappelé que la Cour avait été saisie depuis 2022 et que Matata, ainsi que ses co-accusés, avaient déjà comparu à plusieurs reprises, soulevant diverses exceptions de procédure. Ces éléments, selon lui, seront analysés et tranchés dans l'arrêt final. Il n'appartient pas en tant que président de me prononcer en dehors d'un arrêt de la Cour, a-t-il insisté, invoquant l'article 151 de la Constitution sur l'indépendance de la justice. L'affaire Matata Ponyo, au-delà de son aspect judiciaire, est devenue un cas d'école sur la séparation des pouvoirs en RDC. Elle remet en question les relations entre Parlement, gouvernement et pouvoir judiciaire, tout en testant les limites du régime d'immunité parlementaire. L'arrêt du 14 mai, quel qu'il soit, marquera un tournant, soit en réaffirmant l'autorité de la Cour sur les affaires en jugement, soit en relançant un débat sur l'interprétation des immunités dans un système parlementaire encore jeune. Et puis, le monde célèbre ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse, alors que la République démocratique du Congo recule au 133e rang mondial de la liberté de la presse. La situation des journalistes dans l'est du pays devient alarmante entre violence, pression idéologique et régression structurelle. La liberté d'informer est gravement menacée. Damani Mouchinga pour la suite.
La République démocratique du Congo perd 10 places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025, publié par Reporters sans frontières, tombant à la 133e position sur 180. Ce recul est notamment dû à la dégradation sécuritaire dans les provinces de l'Est, où les journalistes subissent menaces, exil forcé et fermeture des médias. L'ONG Journalistes en danger, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, dénonce une situation dramatique dans les zones contrôlées par les rebelles du M23. En plus des attaques et enlèvements, certains journalistes sont enrôlés de force dans des formations militaires idéologiques, tandis que d'autres sont contraints à la fuite pour survivre. À Goma et Bukavu, tombés entre les mains des rebelles, des dizaines de radios ont été fermées, pillées ou soumises à une censure stricte. Au-delà du conflit armé, RSF alerte également sur la fragilité économique des médias congolais, exposés à une forte dépendance aux annonceurs privés et à une concentration entre les mains d'acteurs proches du pouvoir. Cette pression économique, conjuguée à l'insécurité, affaiblit considérablement la diversité et l'indépendance du paysage médiatique. RSF et GED appellent à des actions urgentes pour garantir la sécurité des journalistes, rétablir un environnement économique viable et protéger la liberté éditoriale. À l'approche des pourparlers de paix entre la RDC et le Rwanda, les deux organisations demandent que la liberté de la presse soit inscrite à l'agenda des négociations. Pour elles, sans médias libres, il ne peut y avoir de paix durable ni de démocratie effective. On va prendre cette information en bref. Accueillis en héros à l'aéroport d'Ndjili, de militaires et policiers congolais réfugiés depuis plus de 3 mois dans la base logistique de la MONUSCO à Goma après la prise de la ville par le M23 AFC ont été salués par la première ministre Judith Suminwa. Elle a salué courage et fidélité à la nation face à l'ennemi. L'opération des relocalisations appuyée par le CICR marque un geste fort de solidarité nationale. Et puis, lors de la 42e réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue ce vendredi 2 mai à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a souligné la nécessité d'adopter des mesures supplémentaires urgentes pour redresser les finances publiques. Parmi ces mesures, il a évoqué la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée mais qui comptent mobiliser des ressources importantes. Suivez les porte-paroles du gouvernement qui fait les comptes rendus de la dite réunion. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre avec l'appui de son cabinet de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur à l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des reconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante et indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants, porteurs d'amélioration du bien-être de population, cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu.
Autre chose, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziz Mounana, a engagé un jeune homme atteint de la trisomie au sein de son ministère le vendredi 2 mai, accompagné de sa grand-mère. Le jeune Maxime Djoboké a reçu une enveloppe contenant l'équivalent de 10 mois de loyer, y compris la garantie locative. À travers ce geste, la ministre a tenu à faire appliquer l'inclusion sociale. Suivez. Accompagné de sa grand-mère, Maxime Djoboké a reçu son enveloppe contenant l'équivalent des 10 mois de loyer, y compris la garantie locative. Par ces gestes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a tenu à appliquer l'inclusion sociale. Une considération remarquable aux personnes vulnérables qui, selon Nathalie Aziza Mounana, cette catégorie de personnes ont un droit de regard et des considérations dans les activités sociales. Liliane Temeni, ambassadrice humanitaire de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et présidente nationale de l'ONG Sans Frontières qui s'occupe des enfants trisomiques, marraine de Maxime Djoboké, remercie la ministre Nathalie Aziza Mounana qui a accompli sa mission de social humanitaire pour M. Maxime Djoboké. C'est un combat pour notre ministre Nathalie Aziza Mounana de toutes les actions humanitaires qu'elle fait. Depuis qu'elle a commencé, je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi suit chaque action de la ministre Mme Aziza Mounana. Et aujourd'hui, c'est la première fois dans le monde, parce que c'est mon travail, je m'occupe des enfants trisomiques. C'est la première fois où un ministère engage un jeune homme comme Maxime, trisomie 21, dans le ministère. À son tour, Henriette Bonda, grand-mère de Maxime Djoboké, remercie la ministre pour ses gestes envers son petit-fils. Merci na acte yo posé pour Maxi. Nous en charge. Rappelons qu'on date du 21 mars dernier au Centre Bondeko de Kinshasa, alors que le monde célébrait la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec la trisomie 21, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a reconnu les compétences et les aptitudes de ces derniers. Sur place, Nathalie Aziza Mounana a promis de lui trouver un emploi. De ce lundi 5 mai, il va officiellement au cabinet dans un poste où il sera à mesure d'exceller selon ses capacités et connaissances. On va prendre cette information sportive en bref. Le boxeur congolais Martin Bakole va livrer un combat déterminant dans quelques heures. C'est samedi 3 mai 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite, contre le Nigérian Efe Adjagba. Ce face-à-face figure sur la même affiche que le combat principal entre Saul Canelo Alvarez et William Skull et constitue une étape clé dans la quête de Bakole pour un titre de champion. On va passer à la page internationale à présent. La baisse généralisée observée en février 2025 dans le trafic de compagnies aériennes africaines se poursuit. Le transporteur ont enregistré un repli de volume de 13,4%. Le dernier rapport de l'Association du transport aérien international montre une baisse en glissement annuel de 13,4% des volumes des frais chez les compagnies aériennes africaines durant le mois de mars, soit la plus faible performance de toutes les régions du monde. Pourtant, les transporteurs africains ont augmenté leur capacité de 10,5% en glissement annuel, ce qui montre qu'une partie des capacités est restée sous-exploitée durant le mois.
Cette baisse fait suite à celle observée en février où le chiffre affiché moins 5,7% suivant la tendance baissière globale des 0,1% à l'échelle mondiale. Le Moyen-Orient a aussi enregistré cette fois-ci une baisse de 3,2%, mais la performance est restée positive dans les autres régions du monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, où les niveaux de croissance ont été respectivement de 4,5%, 9,5% et 9,6%. La croissance globale est restée modeste avec une hausse de 4,4% par rapport au niveau de mars 2024. Pour l'IATA, elle pourrait avoir été portée entre autres par une anticipation des achats de plusieurs entreprises à la suite des nouvelles mesures tarifaires annoncées par les États-Unis. La route en Europe, Amérique du Nord a été la plus fréquentée en mars, tandis que l'axe Asie-Amérique du Nord, qui est la plus importante voie commerciale en termes de part de marché, a aussi enregistré une forte croissance. Seules les liaisons Europe, Moyen-Orient et Afrique-Asie ont enregistré un recul 6 mois. Alors que le monde accélère la transition des énergies renouvelables, le rapport de force ne dépend plus uniquement de ressources. L'accès aux technologies devient un enjeu crucial. Dans les nouveaux paysages énergétiques qui se dessinent dans le monde, le risque lié à la sécurité énergétique ne disparaissent pas, ils changent plutôt de nature. Si les sources renouvelables comme les vents ou les soleils échappent au contrôle et au monopole géopolitique, leur exploitation repose sur l'accès à des technologies telles que les panneaux solaires, les batteries, les électrolyseurs, les systèmes numériques de gestion dont certaines sont avancées. Alors que 86% de la population mondiale vit dans un pays importateur net d'énergie fossile, la transition énergétique offre l'opportunité de rééquilibrer les dépendances historiques à condition de démocratiser les technologies. Dotée d'un vaste potentiel solaire et éolien, l'Afrique pourrait produire localement une grande partie de son énergie. Un effort global de coopération est donc indispensable pour faire de la transition un vecteur d'équité. À défaut, les continents pourraient rester spectateurs d'un basculement énergétique conçu ailleurs. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. La Cour constitutionnelle a officiellement répondu à la correspondance du Parlement qui contestait la poursuite du procès sans lever préalable de l'immunité parlementaire de l'accusé. À ce stade, tranche de Denis Kamouleta, l'intervention du pouvoir législatif est infondée. Et puis la République démocratique du Congo a perdu 10 places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières, un recul qui est dû à la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est. Et en international, vous avez suivi dans ce journal, alors que le monde accélère sa transition vers les énergies renouvelables, le rapport de force ne dépend plus uniquement de ressources. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie.